Previously. Il binge-watchait déjà avant que ce soit cool. Alain Carazé revient pour vous sur des séries cultes. Au menu aujourd'hui, MacGyver. Retrouvez-moi tous les mercredis dans Previously, le podcast de Télé-Loisirs, pour plonger dans une série phare que non seulement je vous raconte, mais dont je vous livre aussi des coulisses. Parce que je vous aime bien, je vais vous proposer, pour débuter cette histoire, de vous mettre dans la peau et donc à la place d'un homme prestigieux. Un jeune génie d'Hollywood qui invente à lui seul, bon, un peu avec ses copains quand même, George, Francis Ford et Brian, le blockbuster, nous fait redouter d'entrer dans l'eau quand nous sommes à la plage, nous a fait surveiller le rétroviseur quand on voit un gros camion juste derrière notre voiture sur l'autoroute, nous fait regarder encore vers les étoiles, nous a fait courir comme des dératés quand une boule dévale le chemin derrière nous, nous fait espérer que E.T. soit bien rentré à la maison, bref, je vais vous proposer, vous avez compris, d'être Steven Spielberg. Sympa, Pardon ? Quoi ? Quel rapport entre Steven Spielberg et Angus MacGyver ? Faites-moi confiance. Une belle histoire de pot de terre contre le pot de fer. Une histoire de David contre Goliath. Nous sommes en 1985. Votre copain, Gary David Goldberg, le créateur de la sitcom Family Ties, à savoir en France Sacrée Famille, vous a organisé un rendez-vous avec les deux patrons de la chaîne NBC, Grant Tinker et Brandon Tartikoff, les Wunderkids, un peu comme vous l'êtes vous-même, des gens brillants à la tête des programmes du network. Vous leur rappelez que, malgré votre rang de méga ultra super réalisateur, vous continuez à bien aimer la télévision. Car vous n'avez pas la mémoire courte. Vous savez que vous avez fait vos débuts sur Night Gallery, la série de Rod Serling, sur d'autres séries, et puis ensuite avec Duel. Et puis, vous leur dites que vous avez souvent des idées qui vous viennent comme ça, en tête, mais que vous n'aurez jamais assez de temps pour faire tous ces films. Bah tiens, hier vous disiez d'ailleurs en passant la porte tournante d'un grand hôtel où vous vous rendiez que ça serait une bonne idée ça. Tiens, on passe par cette porte tournante là, et puis on change d'époque, et on se retrouve dans le passé, Vous leur dites que toutes ces idées, ça ferait bien des épisodes d'une série du genre La 4e dimension. Vous avez à peine terminé que, c'est oui, bien sûr. À vos conditions. Tu parles. Spielberg qui accepte de nous faire une série télé, c'est une occasion unique. Alors, vous demandez 2 saisons fermes. Bon. 45 épisodes. On va dire oui, bon. Vous demandez un budget de $750 000. Ou $1 million par épisode, grosso modo. C'est quand même franchement le double d'un épisode habituel. Bon, allez, oui. Enfin, vous demandez à avoir le contrôle total de l'émission. Le contrôle total de la promotion et du marketing. C'est toujours oui. Donc, vous allez produire 2 saisons entières de Amazing Stories, votre série anthologique avec des histoires vraiment étonnantes que vous allez faire tourner par des gens comme Clint Eastwood, Joe Dante, Martin Scorsese ou Peter Iams, et que vous allez faire interpréter par des acteurs comme Kevin Costner, Kiefer Sutherland, Gregory Hines ou Christopher Lloyd. C'est John Williams qui va en composer le générique, avec d'autres compositeurs comme George Delru ou James Horner, qui vont aussi travailler sur les musiques des épisodes. Ce sera une série de prestige extrêmement soignée. Et pendant ce temps, NBC va faire de votre série la grosse nouveauté de la rentrée. L'événement, en bastonnant avec un marketing tous azimuts, en suscitant une attente de folie, car vous ne leur donnez rien. Mais rien. Pas un synopsis, pas une photo, rien. Tartikoff ne pourra même pas visionner les épisodes trop longtemps avant leur diffusion. Mais avec Steven Spielberg comme tête de gondole, ça vaut toutes les photos du monde. D'ailleurs, certain que ce sera le blockbuster de la saison, vous êtes programmé le dimanche soir, la soirée de prime time la plus fédératrice de la semaine. Vous allez écraser la concurrence, vous allez la pulvériser, l'exploser façon puzzle. Amazing Stories va se propulser au sommet des audiences, c'est certain, car ce n'est pas cette romancière de Jessica Fletcher, là, à la même heure, sur la chaîne d'en face, qui va vous faire de l'ombre. Et puis, ce n'est pas non plus cette nouveauté, là, avec un comédien totalement inconnu au bataillon, là, Richard Machin Chose, qui va faire le poids. Et donc, arrive la rentrée 1985, et votre série est évidemment le sujet le plus traité de cette saison. Et c'est le bide.
Bah oui, force est de reconnaître que, autant pour les spectateurs que pour les critiques, vos histoires n'ont absolument rien d'étonnante. Elles sont très bien produites, bien sûr, l'équivalent d'un film d'une demi-heure chaque semaine, mais ça raconte pas grand-chose. Une fois le gimmick passé, les personnages sont totalement inexistants et la fin tombe à plat. Pire, en termes d'audience, c'est très faible, mais très faible. Et c'est de plus en plus au fil des semaines. Vous arrivez à la 35e place, même pas dans le top 20. Mais pire encore, la vieille dame là qui résout des enquêtes à la même heure, celle dont vous vous moquiez tout à l'heure, elle est en 3e place. Elle est franchement en 3e, vous êtes en 35e, voilà. Et le petit nouveau qui osait se lancer le même jour, à la même heure, il n'est pas du tout atomisé façon puzzle comme vous le pensiez. Il est 10 places derrière vous. Avec 2 fois moins de promos, vous en avez bénéficié. Voilà. Votre série, Amazing Stories, va donc dépérir 2 saisons durant, avant de s'éteindre dans le désintérêt le plus total une fois le contrat de 2 saisons achevé. Par contre, le petit nouveau, là, il est encore là. Il est même revenu. Encore et encore. 7 saisons durant. 739 fois. Et avec en plus des téléfilms. Et avec un reboot qui cartonne. Votre reboot d'Amazing Stories, il va bientôt être lancé sur Apple TV après 5 années de développement et 3 showrunners. Voilà. Sortez maintenant du corps de ce loser de Steven. Venez dans la peau de MacGyver, le héros d'une série d'aventures sans buzz, sans prétention, mais d'une redoutable efficacité. Une efficacité au point que Amazing Stories n'a pas fait le poids. Un one-man mission impossible, une mission impossible en un seul homme qui cumule les fonctions de Jim Phelps, de Barney Collier et de Willie Armitage, à savoir qui pense des stratégies, les met en œuvre et joue les hommes forts. Un héros sans armes. Dans le premier épisode, il en porte une, mais quand même, c'était presque une erreur. Extrêmement intelligent, mais qui ne la ramène pas et qui est au service des bonnes causes. Et en plus d'être une force mission impossible à lui tout seul, c'est aussi un James Bond, sans gadget, sans permis de tuer. Un personnage de télé, mais qu'on aurait pu croire trop ambitieux pour de la télé des années 80. Dans sa critique, quelques mois après son démarrage, TV Guide soulignait que... Ce qui est bien avec ce personnage, c'est que quand ça commence à canarder, il court comme un dingue pour éviter les balles et se cacher. De plus, il peut tricoter des toiles d'araignée ensemble pour en faire un gilet pare-balles. Puis il fabriquera un véhicule à partir de trombones. Bon, on exagère un peu, mais à peine. Le critique avait tout compris de l'intérêt de la série. Des aventures débridées et un héros, un géo-trouve-tout, un super scout débrouillard et féru de science. Au centre de la série, un concept simple. MacGyver voit quel est le problème, il voit les solutions pour faire face au problème, il rassemble les éléments nécessaires pour concrétiser cette solution, et il résout finalement le problème. Pas de coup de feu, pas de poursuite en voiture. Hi, this is MacGyver. We all know how these things work, so when you hear the beep, go for it. MacGyver est incarné par un certain Richard Dean Anderson. Et c'est pas un inconnu du tout, En tout cas, pas du spectateur américain. Juste avant ce rôle, il était la vedette d'une série mélodramatique dans la droite ligne de Dallas et de Dynasty, créée justement par Richard et Esther Shapiro, les créateurs de Dynasty. Elle se déroulait dans une base militaire. La série avait pour titre Emerald Point NAS. Avant encore, il avait été un des 7 frères à la recherche de 7 femmes, dans une adaptation télé un peu ratée de la fameuse comédie musicale Les 7 femmes de Barberousse. Et encore avant, il était Jeff, un des docteurs du soap-opéra quotidien General Hospital, hôpital central, au cœur d'un triangle amoureux entre sa propre femme, Monica, qui brûle de désir pour son propre frère, Rick, qui est lui aussi un docteur. Il est resté 5 années dans le rôle. Quand il devint MacGyver, le critique de TV Guide résumait bien les choses ainsi. Ce n'est pas une grande interprétation, mais il joue avec juste ce qu'il faut d'humour. De toute façon, l'écriture est vive, la réalisation précise et les effets spéciaux impressionnants. Richard Dean Anderson venait de faire une apparition dans La Croisière s'amuse, au moment où les producteurs recherchaient leur interprète vedette. Un peu rebelle, Anderson arrive en blouson de cuir, en jean et avec des cheveux très très longs. En plus, il décroche le rôle en ayant l'insolence pendant son audition de sortir des lunettes de vue pour lire ses répliques. Alors ça, Henry Winkler a trouvé que c'était exactement le genre d'humilité et de simplicité qui était l'essence même de MacGyver. Sortir et porter des lunettes.
Oui, j'ai bien dit Henry Winkler. Ouais. Ah non, pas Martin Winkler, pas l'auteur de La maladie de Sack et de nombreux ouvrages sur les séries télé, non. Henry. Oui, Henry Winkler. Fonzie, le Fonzie de Happy Days, des jours heureux. Parce que Henry Winkler a toujours mené de front à la fois une carrière d'acteur avec des séries comme Barry, Arrested Development, Park and Recreation, Monty, Out of Practice, mais aussi de producteur. Il a commencé avec un téléfilm catastrophe, avec Lee Majors en vedette, Starflight One. Il a produit ensuite une courte série médicale avec Tom Skerritt, Ryan's 4. Il a même été un des producteurs d'un film dont on a parlé pas plus tard que la semaine dernière, ici même, Young Sherlock Holmes, le secret de la pyramide. Et par la suite, il a aussi produit So Weird, aux frontières de l'étrange, une sorte de X-Files faite pour le Disney Channel, ainsi que des documentaires sur des séries comme Dallas, Côte Ouest, Dynasty et évidemment Happy Days. Et il va même faire une apparition dans un épisode mémorable de la saison 6 de MacGyver, Harry's Will. Il tenait le rôle de Wilton Newberry, un notaire qui va faire part à MacGyver des dernières volontés de son défunt grand-père Harry. Et sa partenaire de Happy Days, Marion Ross, fait d'ailleurs partie de cet épisode au même titre que James Doohan, l'inoubliable Scotty de Star Trek. Le partenaire de Henry Winkler dans l'aventure au sein de cette production, c'est John Rich, un réalisateur très expérimenté de la télévision américaine, surtout connu pour des comédies célèbres comme Les Brady Bunch, le Dick Van Dyke Show et All in the Family, la sitcom révolutionnaire qui a apporté du réalisme dans l'humour et pour laquelle il a remporté d'ailleurs un Emmy Award du meilleur réalisateur. Mais pas que. La liste des séries où cet homme, John Rich, a réalisé des épisodes est monumentale. L'homme à la carabine, la Twilight Zone, Les Espions, L'île aux naufragés, Bonanza, Gunsmoke, Match contre la vie, etc. Bon, autrement dit, c'est l'expérience qui parle. Donc, l'association des deux, c'est idéal pour développer une série d'aventures. La série a été créée par le scénariste Lee David Zlotoff. Même s'il remet en question son implication dans le développement de sa création, précisant que son rôle a été quand même très modeste, il en est assez fier. Et c'est surtout pour lui le résultat de gens talentueux qui ont passé des années à donner vie au MacGyver que l'on connaît. Il a aussi créé la série Murphy's Law 3 ans plus tard, et il a écrit de nombreux épisodes des enquêtes de Remington Steele. L'idée était de créer la série d'action et d'aventure idéale pour tout public, donc surtout pour le dimanche soir. Un héros sans violence, qui n'est pas un flic ni un enquêteur dans une série qui met en valeur la réflexion et la débrouillardise, et surtout des connaissances en chimie et en physique. D'où la création de ce qui deviendra les MacGyverismes, les techniques utilisées par le personnage pour créer des lance-flammes ou des réacteurs dorsaux ou un antipoison à partir d'œufs, par exemple. Le nom a été donné carrément dans un épisode de la saison 2. Pour les définir, les scénaristes bénéficiaient de l'aide de 2 conseillers techniques attachés à la série, John Quavula et Jim Green. Cependant, même les recettes pour faire des bombes ou des choses comme ça étaient données en omettant sciemment des éléments absolument cruciaux, de telle manière que le spectateur mal intentionné ne puisse pas recréer chez lui une mini-bombe, par exemple. Le héros, MacGyver, n'a initialement pas de prénom. Sauf que dans les tout premiers documents liés à la série, on voit pourtant alors accrochez-vous, un Stacy MacGyver. Stacy, c'est carrément, hein. C'est écrit dans l'une des toutes premières versions du script, mais en fait, c'est une erreur. C'est le prénom d'une identité que MacGyver se donne dans le pilote de la série, et c'est pas son vrai prénom. Mais ça a été repris dans cette plaquette promotionnelle. Stacy MacGyver. Moi, je sais, ça fait un peu sourire, mais bon. MacGyver est un ancien agent des forces spéciales qui travaille maintenant pour une agence. Elle s'appelle la Fondation Phoenix. Comme dans Mission Impossible, il va devoir aller là où les agents officiels ne peuvent pas aller pour des raisons d'efficacité et de conflits diplomatiques. Pour éviter que le personnage ne se prenne trop au sérieux et ne devienne une sorte de James Bond télé, on l'entend en voix off pendant l'épisode. Ses remarques sont d'ailleurs très souvent ironiques et apportent une petite touche d'humour décalé à une situation souvent désespérée. I know I said I was gonna slug him. But how do you hit a kid? Cependant, cette volonté quand même de ne pas trop se rapprocher d'un super-héros, d'un espèce de super James Bond, a ses limites. Et l'héritage de 007 dans le personnage se voit dès les toutes premières minutes du premier épisode. C'est quand même bien joué. En effet, nous découvrons MacGyver gravissant une montagne en Asie centrale, s'introduisant dans la cabane où un pilote de l'armée américaine est retenu prisonnier, parvenant de façon spectaculaire à le faire s'échapper. Tout cela rappelle, à s'y méprendre, les introductions spectaculaires des films de James Bond. D'autant que tout cela se déroule avant même le générique début. C'est après que l'histoire démarre. MacGyver est envoyé par le
DXS, le département of External Service, une section imaginaire de la CIA, auprès des survivants d'un laboratoire souterrain au Nouveau-Mexique pour empêcher une fuite d'acide. La scène d'ouverture, elle sera appelée le Opening Gambit. C'est un moyen immédiat, efficace et spectaculaire de connaître le personnage. Cette mini-aventure d'une dizaine de minutes est généralement réalisée par une autre personne que l'épisode lui-même, car oui, ce gimmick coûteux mais assez formidable va revenir pas moins de 6 fois au cours de la première saison. Un des plus spectaculaires est celui où MacGyver, pour récupérer un cheval qui a été volé, le fait évader suspendu à un hélicoptère. Dans ce tout premier épisode de la série apparaît aussi l'acteur Dana Elkar dans le rôle d'un des responsables du laboratoire. MacGyver prend ses ordres d'un certain Ed Gantner, interprété par l'acteur Michael Lerner, au sein du DXS. Dana Elkar, lui, on en entendra parler, mais un petit peu plus tard. Car c'est dès le 11e épisode qu'il tiendra le rôle plus connu de Peter Thornton, un agent du DXS. Le pilote est réalisé sous un pseudonyme par Gerald Friedman, un nom assez peu connu, mais qui est associé à des séries comme Kojak, comme Night Gallery ou comme les X-Files, ainsi qu'à un téléfilm, bon ça je fais une petite parenthèse, mais quand même, qui a littéralement terrorisé tous les spectateurs qui ont eu la chance de le voir sur Antenne 2 dans les années 70, Terreur dans la montagne, A Cold Night's Death. Et comme moi je fais partie de ces spectateurs qui ont été pétrifiés par le suspense mortel que vivent les scientifiques isolés dans une station polaire de recherche sur les primates, je peux vous confirmer que Friedman, le réalisateur, c'est un metteur en scène d'une diabolique efficacité. Et quand on a la curiosité de regarder les scénaristes et réalisateurs des épisodes de cette première saison, on voit apparaître le nom de Terry Nation, par exemple, le créateur des fameux Daleks de la série Doctor Who, ou Lee H. Katzin, qui tourna entre autres le tout premier épisode de Cosmos 1999. Donc il y a quand même des grands noms, mine de rien. Durant cette toute première saison, MacGyver va en Allemagne de l'Est, en Afghanistan, en Bulgarie. Il tente de trouver des bombes dans un navire de croisière. Il va croiser et se lier à Terry Hatcher, avec des bijoux volés à la couronne des Hanovre. Il débusque des taupes au sein de la DXS. Bref, un héros dans une série d'action et d'aventures. Dès la saison 2, MacGyver perd le DXS et son côté agence secrète dépendant de la CIA pour la fondation Phoenix, ce qui revient carrément au même, mais ça a quand même une fonction d'apparence un peu plus honorable. C'est une fondation et pas une organisation secrète, quoi. C'est Peter Thornton, donc, qui en est le nouveau directeur des opérations. Et peu de temps après, dans le 6e épisode, c'est un autre des personnages réguliers de la série qui apparaît. Jack Dalton, l'ami, menteur et arnaqueur de MacGyver, est incarné par Bruce Gill. C'est aussi plus tard dans la saison que MacGyver va retrouver un dangereux assassin et maître du déguisement, Murdoch, interprété par Michael DeBarres, et qui va ressurgir constamment pour s'opposer à lui et à Pete. Mais le changement le plus important pour MacGyver se déroule en dehors des caméras, en dehors de l'épisode même. Le diffuseur, le network ABC, avait fait un pari audacieux. Plutôt que de programmer la série le dimanche soir, comme il l'a fait pour la première saison, une soirée hautement familiale, il se dit qu'il serait peut-être mieux maintenant de viser les spectateurs majoritairement masculins et amateurs de cascades et d'action, donc de sport, suivez-moi bien, et il va donc programmer la série le lundi soir, en ouverture de la soirée. Parce que le lundi soir, c'est la traditionnelle soirée football sur ABC, le Monday Night Football. Vous allez me dire, qu'est-ce que ça peut nous faire à nous, spectateurs français, que MacGyver soit diffusé juste avant le football? Eh ben, ça lui assure un avenir. Purement et simplement. Ainsi portée par le public adéquat, la série remonte dans les audiences et se maintiendra 6 années durant dans cette case horaire. 6 années le lundi soir avant le football. C'est carrément un record. En saison 3, après avoir été tournée à Los Angeles, la série se délocalise pour Vancouver au Canada. Le but était de faire des économies budgétaires substantielles afin de pouvoir continuer à produire une nouvelle saison. MacGyver va donc abandonner son appartement à Venice Beach pour une maison flottante. Il va aussi souvent faire équipe avec Nicky Carpenter, interprété par Elissa Davalos. Le premier épisode de la saison est un véritable showcase de talent. On y retrouve Ernie Reyes Jr., qui fut le chevalier de lumière dans la série d'aventures Sidekick. On y retrouve aussi Kay Luke, qui fut le maître Po dans Kung Fu, et Tia Carrère, qui sera Sydney Fox, l'aventurière. Carrément, dès le début de la saison 4, l'épisode Blood Brothers, ou Frères de sang en français, nous montre
en flashback un moment crucial de la jeunesse de MacGyver. Un moment dans lequel il tue accidentellement son meilleur ami en manipulant une arme à feu. D'où son aversion des armes à feu qui revient pendant toute la série. Et d'ailleurs, dans ce même épisode figure un petit acteur qui fera parler de lui par la suite, un certain Jason Priestley. Au cours de la saison 4, ayant maintenant un peu de bouteille, certains épisodes de la série vont s'inspirer carrément de films bien connus, comme African Queen ou Witness. Et au début de la saison 5, la série se fait son aventurier de l'Arche perdue à elle, en produisant un double épisode où MacGyver part à la recherche, non pas du Graal, car comme il le mentionne dans l'épisode Indiana Jones l'a déjà trouvé, mais du temple de la rose sacrée. 2 fois au cours de cette saison, le style habituel de la série est malmené. Dans Serenity, MacGyver se rêve dans le vieil Ouest américain, entouré de ses amis Jack, Penny, Pete et Billy, mais aussi de son ennemi juré, Murdoch. Il retournera dans la ville de Serenity, donc dans le western, dans un autre épisode, la saison suivante. Harry! Wait! Harry! Enfin, dans le dernier épisode de la saison, Passage, ou en français Voyage au royaume des ombres, MacGyver meurt, littéralement. Il rejoint son grand-père, qui vient de décéder, et retrouve dans l'au-delà ses parents. Mais son heure n'est pas venue, et il va s'enfuir, et il sort du coma où il était plongé. Parmi les épisodes assez amusants de la saison 6, il y a Le Visiteur, où MacGyver doit mettre à jour une fausse histoire d'OVNI, aidé en cela par un personnage un peu mystérieux, qui semble toujours tomber au bon moment, et qui se révèle ne pas être de ce monde. Et dans un autre épisode, Eye of Osiris, l'épisode s'inspire clairement d'Indiana Jones, lui aussi allant jusqu'à reconstituer des séquences du film. Ici, MacGyver est à la recherche de la tombe d'Alexandre le Grand, qui contient le tout-puissant œil d'Osiris. Graduellement, depuis plusieurs saisons, la série s'est orientée sur des thèmes plus écologistes et les épisodes parlent souvent de menaces de ce type. Graduellement aussi, au fil des épisodes, MacGyver remarque puis découvre que Pete Thornton risque de devenir aveugle. Il se fera opérer dans le dernier épisode de cette saison. En fait, l'acteur Dana Elkar souffrait d'un glaucome et les producteurs ont pensé avec lui que son personnage puisse être atteint de la même maladie pour attirer l'attention du public sur ce sujet. On arrive à 7. 7, c'est le chiffre magique pour les séries américaines. Ça représente la fin du contrat initial que tous les acteurs et actrices signent quand ils s'embarquent dans une série. S'ils ont la chance que la série se poursuive, c'est le moment pour eux de renégocier leur contrat pour aller au-delà d'une 7e saison, avec une substantielle augmentation, bien sûr. Richard Dean Anderson, qui avait déjà publiquement vilipendé le network ABC pour son manque de soutien promotionnel durant la saison 4, a officiellement manifesté, là aussi, son désir de ne pas continuer, et donc de ne pas espérer avoir un nouveau contrat. Il était carrément épuisé par une série où il apparaissait dans quasiment chaque scène. La saison 7 est donc la dernière. Seulement 13 épisodes sont commandés, plutôt que les 20 ou 22 habituels. La production de la série quitte le Canada, où la série était produite jusqu'alors, et revient à Los Angeles. Résultat, alors la péniche de MacGyver, on va dire qu'elle a brûlé, elle disparaît. Voilà, mais on ne montre pas, mais on va dire. Comme la fin approche, un épisode va réunir les frères Colton, Jesse, Frank et Billy, des personnages chasseurs de primes déjà entrevus dans 5 épisodes des saisons précédentes. L'épisode en question était même envisagé pour lancer une possible série dérivée basée sur les personnages, les frères Colton. Dans un double épisode, Goodnight MacGyver ou MacGyver le Preux, suite à un coup sur la tête, MacGyver se réveille à la cour du roi Arthur et des chevaliers de la table ronde, avec Merlin, avec Morgane. Bon, il n'y a pas Alexandre Astier, mais c'est tout juste. C'est dans cet épisode atypique qu'on nous donne enfin le prénom de MacGyver, Angus. Écoutez bien. Angus. Enfin, le 25 avril 1992, après une absence sur les antennes d'ABC de quelques 4 mois, l'épisode Envoyé spécial, The Stringer, confronte MacGyver à un jeune journaliste, Sam. Sam, en fait, c'est un acronyme pour Shin Angus Malloy. Et Sam, c'est le fils de MacGyver, un fils que MacGyver ignorait qu'il avait. MacGyver démissionne de la Fondation Phoenix et dans la scène finale, il remercie les spectateurs de l'avoir ainsi suivi pendant 7 saisons. Écoutez ces dernières secondes. So, where to?
somewhere else. This is Richard Dean Anderson. On behalf of all of us at MacGyver, I'd like to thank you, our audience, for 7 great seasons. Alors, pour être parfaitement clair, en réalité, ce dernier épisode n'était pas le dernier. En tout cas, il n'a pas été diffusé en dernier. Un peu comme pour Miami Vice, il y avait un autre épisode inédit qui était encore en stock. Il a été diffusé la semaine suivante. Donc si vous voulez avoir une suite logique de la série, c'était un peu compliqué. Mais bref, le dernier, c'est quand même celui dont je viens de vous parler. Et puis il faut avouer que les audiences n'étaient pas au beau fixe, ce qui est un peu normal quand même après tout ce temps. Et cette dernière saison avait perdu quelques 12 places dans le classement des séries. Mais Richard Dean Anderson ne s'endort pas sur sa célébrité. Il crée sa structure de production, Geeko Film, et son premier projet est de produire des téléfilms MacGyver. Ça, voilà. En effet, ABC, le diffuseur, et la Paramount, le producteur, avec lequel Geeko Film a un accord de production, propose une collection de 6 téléfilms annuels. Et l'acteur accepte de se lancer dans les 2 premiers. MacGyver et le Lost Treasure of Atlantis est tourné en Grèce et en Angleterre et compte Brian Blessed parmi ses acteurs. Alors oui, Brian Blessed, ça vous dit quelque chose, c'est le vociférant acteur anglais, et il a joué par exemple le rôle de Hyrcanos dans le film Flash Gordon. Et le deuxième téléfilm, c'est 12 to Doomsday, le chemin de l'enfer, il a été diffusé en novembre 1994. Si par la suite, l'acteur a troqué son couteau suisse pour un passage à travers la porte des étoiles, il fait revivre à l'occasion le personnage de MacGyver via une pub pour une carte de crédit par exemple. En 2003, au milieu de quelques 70 pilotes annuels qui sont lancés par les diffuseurs, Henry Winkler produit une version ado de MacGyver pour la chaîne CW. C'est la chaîne spécialisée justement dans les séries un peu ado. Ce Young MacGyver, est le neveu du héros. Il rejoint à son tour la fondation Phoenix. Et c'est Jared Padalecki, qui était un des acteurs de Gilmore Girls et qui sera ensuite la vedette de Supernatural, qui tient le rôle de Clay, ce Young MacGyver. Mais comme pour la majorité des pilotes, celui-ci ne convainc pas et sera sans suite. Depuis, MacGyver a connu une nouvelle incarnation, toujours avec Henry Winkler comme producteur, mais surtout sous la direction de Peter Lenkov, déjà showrunner du reboot de Hawaii Five-O. Je vous conseille d'ailleurs de réécouter justement le Previously consacré à cette série, au reboot, qui remonte à l'année dernière. Depuis la rentrée 2016 et toujours encore depuis, il s'est offert une seconde jeunesse, même s'il s'appelle toujours Angus. Il travaille toujours pour la fondation Phoenix et maintenant il est âgé de 20 ans. Il est incarné par Lucas Steele, un acteur que l'on a pu voir dans les films X-Men. Dans cette nouvelle version de MacGyver, Jack Dalton, précédemment incarné par Bruce McGill, est ici interprété par George Eads, celui qui fut des années durant Nick Stokes, un des experts de Las Vegas. Et Sandrine Holt est Patricia Thornton, à la tête de la fondation Phoenix. Sur CBS aux États-Unis, la série réunit quelques 10 millions de téléspectateurs et ça descend à 7700 en saison 3. La saison 4, sans George Eads, démarre en février prochain sur CBS. En France, cette nouvelle version de MacGyver est diffusée sur M6. Voilà, et pendant ce temps, pendant tous ces reboots, remakes, pendant toutes ces 7 saisons, l'Amazing Stories de Steven Spielberg va renaître en mars prochain sur Apple TV via les créateurs de la série Once Upon a Time, Eddie Kitsis et Adam Horowitz. Le Goliath, qui devait écrabouiller David, aura mis tout ce temps pour se relever de la baffe monumentale que lui a asséné un aventurier, son trombone et son papier alu. La semaine prochaine, nous explorerons la production d'une des meilleures séries françaises, la très ambitieuse Un village français, en compagnie de son co-créateur. Et comme moi, vous en apprendrez de belles. Ce podcast est à réécouter sur les plateformes Apple, Podcast Addict et Deezer.